Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Notre invité aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau visage du gouvernement, vous la connaissez bien, Aurore Bergé. Vous êtes la nouvelle ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les discriminations. Vous étiez anciennement ministre des Solidarités. Avec moi pour vous interroger durant cette heure, Ruth Elkrief, bonjour. Bonjour Marie. Et Nicolas Domenac, bonjour à vous. Bonjour. Une émission, je vous le rappelle, à suivre sur tous nos réseaux sociaux, TF1 Info en direct également. Beaucoup de sujets à aborder avec vous, nouveau gouvernement, nouveau Premier ministre. Comment gouverner, avec quelle majorité, quel cap? Mais d'abord, direction tout de suite, quand est ce déplacement du nouveau Premier ministre Gabriel Attal? Il avait promis un déplacement par jour. Vraisemblablement, la promesse est tenue. Il va tenir. Il ne faut pas qu'il se crame trop vite non plus, ce Premier ministre. Non, mais je pense que c'est très important qu'on soit en contact direct avec les Français. C'est ça qui est attendu de nous. C'est qu'on mène des politiques publiques très claires, clairement identifiées. Je crois que le président aura l'occasion la semaine prochaine de redire justement le cap qu'il entend que l'on tienne. Puis je crois qu'il nous a fait passer lui-même des messages assez clairs quand il nous a réunis en Conseil des ministres cette semaine. On aura l'occasion d'en reparler. Vous voyez un changement de style avec la Première ministre à qui on a, Elisabeth Borne, à qui parfois on a reproché son manque d'empathie. Là, vous voyez un style différent? Moi, je ne crois pas qu'il manquait de l'empathie à la Première ministre. Elle a été sur le terrain et elle a mené aussi des réformes qui ont été extrêmement difficiles, qui l'ont aussi beaucoup occupée, y compris à l'Assemblée nationale et au Sénat, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur l'immigration. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. C'est une nouvelle politique aussi qu'on doit réussir à mener. C'est-à-dire qu'on doit poursuivre évidemment la dynamique qui est la nôtre depuis 7 ans sur la lutte contre les discriminations, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais sur les grands chantiers de services publics, sur l'école, sur l'éducation, sur la santé, évidemment. Mais voilà, à nous aussi d'imposer peut-être un rythme qui doit être différent. Aurore Bergé, l'actualité, c'est aussi ce sondage ce matin qui nous interpelle, publié dans la Tribune dimanche. La liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella est en effet créditée de plus de 28% des voix, des intentions de vote exprimées, 10 points devant la liste de la majorité présidentielle. Le défi semble aujourd'hui immense pour le gouvernement, la majorité. On a présenté ce nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, comme l'arme anti-RN. Force est de constater que le défi est gigantesque. Le défi est immense, mais d'abord parce qu'on parle des élections européennes. Et je pense que c'est très important aussi qu'on replace cette élection pour l'importance qui est la sienne. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un sujet test politique qui soit un peu en amont de la prochaine présidentielle. On a le temps de reparler de la présidentielle. C'est d'abord quelle Europe on veut et quelle politique on veut pouvoir mener au cœur de l'Union européenne au regard des prérogatives qui sont celles du Parlement européen, parce que le risque, il est aussi là. Est-ce qu'on veut qu'il y ait une vague brune qui submerge l'Union européenne dans quelques mois à peine, avec un certain nombre de pays qui basculeraient, qui feraient d'abord confiance à l'extrême droite, au risque que l'extrême droite soit majoritaire au Parlement européen? Ça veut dire quoi demain, derrière, sur les valeurs qu'on défend au sein de cette Union européenne, sur les enjeux d'immigration, sur les enjeux économiques, les questions du travail, les questions aussi sociales et sociétales, les sujets que je porte, notamment par exemple la question de l'IVG. C'est pas totalement neutre de se dire que demain on pourra avoir une majorité d'extrême droite qui soit farouchement opposée, par exemple. Donc c'est aussi ça, c'est quelle Europe les Français veulent, dans quelle Europe veulent-ils continuer à vivre, veulent-ils continuer à exercer, à commercer, à être libres? Et je crois que c'est aussi cet enjeu qu'on doit replacer. Mais Aurore Bergé, vous dites d'une certaine façon, attention, cette élection européenne, c'est pas les mi-termes, c'est pas une élection, enfin c'est quand même une élection nationale, et on a quand même lu dans la nomination de Gabriel Attal une arme entre guillemets anti-Bardella, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Mais c'est quoi le style Attal? En quoi il va pouvoir renverser la table? Franchement, on y reviendra. On n'a pas l'impression que c'est lui qui a fait le gouvernement. On a l'impression qu'il est sur le terrain. Mais bon, Jean Castex ou Elisabeth Borne, vous l'avez dit vous-même, l'était aussi. Édouard Philippe l'était aussi. C'est quoi le talent magique, la recette magique de Gabriel Attal? C'est à lui aujourd'hui évidemment de le montrer, de dire qui il est évidemment aux Français. Et puis c'est une équipe que le président a constituée. On est 14 au sein de ce gouvernement. Justement, on sera complété. Vous voyez bien qu'il y a aussi des sujets importants qui doivent exister dans ce gouvernement. Donc ça supposera évidemment qu'il y ait d'autres personnes et personnalités qui soient nommées. Mais c'est cette équipe aussi qui doit dire quelles sont encore une fois les priorités qui sont celles des Français. De manière assez claire, pour moi il y a quelques priorités. Il y a la question en général de l'autorité dans notre pays. Je crois que ça c'est une attente
extrêmement claires, l'autorité sur les enjeux d'immigration, l'autorité à l'école, l'autorité dans les familles, l'autorité dans la rue. Je crois que ça, c'est un des premiers enjeux qu'on doit réussir à adresser, pas juste en mots, mais clairement en actes. Et puis, évidemment, le réarmement, j'allais dire, de tous nos services publics, que ce soit l'école, Il n'y a pas de ministre que de ce soit la la fonction santé. publique, hein. Ah ben écoutez, on verra dans quelques jours et dans quelques semaines. D'ailleurs, il y a un projet de loi que Stanislas Guerini a commencé à travailler qui est absolument essentiel, parce que c'est aussi ça qui doit permettre de réarmer nos fonctionnaires pour leur donner plus de latitude et changer aussi la manière avec laquelle ils vont travailler. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on puisse réaffirmer, on a des priorités qui ont été portées par le président de la République lors de ses vœux aux Français. Ben, c'est à nous maintenant, encore une fois, de les incarner. Nicolas Domenach. Oui, vous avez souligné l'importance de l'élection européenne. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour, un, désigner une tête de liste, deux, un projet redessinez-nous un projet, parce que pour l'instant... Mais le projet, je pense qu'il est très clair. Enfin, pour le coup, non mais attendez, on peut nous faire beaucoup de reproches, mais je crois que s'il y a bien une clarté absolue qui est la nôtre, ça a toujours été sur le projet européen. On a toujours été très clairement identifié. Le président de la République, alors candidat à la première élection présidentielle dès 2016-2017, avait fait de la question européenne une question identitaire, politique pour lui, et tout le monde lui disait que c'était une erreur d'ailleurs, que les Français ne le suivraient pas, que c'était prendre un trop grand risque. Il y a 18% pour le moment, la liste, elle est à 18% dans Et la liste, pour l'instant, elle n'est pas constituée. Oui, mais alors Donc, justement, voilà. donc, à nous aussi de la constituer, à nous de définir notre tête de liste. La force qu'on a, c'est d'abord la force d'une équipe, parce que ce sera une majorité présidentielle unie qui devra évidemment affronter cette élection européenne, et qui, Renaissance, Modem et Horizon, on a un projet européen, encore une fois, sur lesquels on Vous espoir. avez une idée pour la tête de extrêmement liste, clair. ou un souhait, ou un profil? C'est pas à moi de le définir. On va en discuter, évidemment. On est plusieurs à en discuter. Serait-il une bonne tête de liste, pour être clair, parce que Stéphane Séjourné était plus que pressenti. C'est le nouveau ministre des Affaires étrangères. Il faut trouver un candidat. Et c'est une incarnation aussi, une élection. Alors, Gabriel Attal va sans doute mener la campagne. Il a été aussi désigné pour ça. Mais il ne pourra pas être candidat aussi. Non, il ne pourra pas être candidat aux européennes. Mais encore une fois, on a quelques semaines, je pense, pour désigner celui ou celle, aussi est une femme, qui portera évidemment nos couleurs et cette liste. Et dans une logique à la fois l'unité de notre majorité, c'est un bien extraordinairement précieux et qu'il faut continuer à cultiver. Et encore une fois, sur les enjeux européens, je crois qu'on est extrêmement clair sur ce qu'on veut définir au sein de l'Europe et sur d'ailleurs ce qu'on a réussi à faire. Donc, sur le marché unique européen, sur la question de l'énergie, sur la question de l'immigration, on a des vraies réussites portées par la France, portées par le président de la République, qui ont inspiré l'Europe. donc vous dites à vos amis du Modem, ne faites pas de liste autonome, attention, on va travailler ensemble. Ne vous Mais je leur inquiétez dis qu'il pas. n'y a aucune raison qu'on ne sache pas travailler ensemble, parce qu'on est unis depuis 2017. C'est ça qui nous a permis de gagner les campagnes présidentielles et législatives. Si on avait été en rang dispersé, ça n'aurait pas pu être le cas. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun soit respectueux des autres et n'oublie pas qu'on est trois, et qu'on a des partenaires et qu'on a une majorité qui existe et qui est unie, là où tous les autres, de l'extrême droite à la gauche à l'extrême gauche, sont tous divisés au moment des élections européennes. Ça n'est pas et ça ne doit pas être notre... Mais là, ils sont chafouins. Hein, Ils sont pas contents, mais on parlera tout à l'heure de vos alliés politiques. Gabriel Attal sur le terrain, un déplacement par jour, on l'a vu dans ce marché à Caen, il y est encore. Offensive médiatique qui ne doit rien au hasard aussi, de Marine Le Pen et de son vice-président, en tout cas elle le présente comme ça, Jordan Bardella. Ils sont dans le JDD ce dimanche, ils donnent une longue interview commune. Le contre-couple exécutif? En tout cas, c'est comme ça qu'ils essayent de se présenter. C'est-à-dire ils veulent montrer qu'il y a un ticket qui existerait pour la prochaine élection présidentielle entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais la question, encore une fois, c'est pas uniquement l'incarnation, c'est pas savoir si c'est elle, si c'est lui, si c'est eux deux, c'est quel est le projet qu'ils entendent porter pour la France. Et là encore, c'est très intéressant justement de regarder ce qu'ils font quand ils siègent, par exemple, au Parlement européen, où systématiquement, à chaque fois qu'ils auraient pu agir pour lutter plus efficacement, par exemple, sur l'immigration illégale, ils ont refusé, par exemple, d'agir. Donc c'est aussi intéressant, au moment de juger les gens sur leurs actes, pas uniquement sur une image, sur une photo. Mais ça marche. Et ça marche. Pour l'instant, je ne les ai pas vus gagner des élections. Donc, est-ce que ça marche parce qu'on a des sondages ou est-ce que ça marche parce qu'à un moment, ils provoquent des résultats? Ça ne marche pas au Parlement européen, c'est pas vrai. Ils n'ont pas d'alliés, ils n'ont pas de majorité. Et à chaque fois qu'ils auraient pu en tout cas réaffirmer ce qu'ils sont supposés faire, eh bien, ils ont fait l'inverse. Donc, ils se nourrissent aussi de problèmes dont ils ne veulent pas les solutions. Ils se nourrissent aussi de vos nominations et d'un nouveau Premier ministre très jeune, le plus jeune de la 5e, oui, Nicolas. Rutel Krief soulignait, au fond, l'atout magique quasiment que pouvait
que pouvait représenter la jeunesse de Gabriel Je Attal. m'interrogeais là-dessus. On s'interrogeait. On peut voir d'ailleurs que c'est peut-être un atout qui se fane rapidement. Je l'ai trouvé fatigué là, dans sa dernière sortie. Il dort pas beaucoup. Ce matin. Mais bon, Marine Le Pen, elle voit les choses de manière totalement inverse. Elle dit je vois au moins un avantage dans sa nomination. Les macronistes viennent de tuer le seul argument qu'ils avaient contre Jordan Bardella, puisqu'ils avaient commencé à développer l'idée que Jordan était trop jeune pour être Premier ministre. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Je ne crois pas que l'argument de l'âge, d'ailleurs, dans un sens comme dans l'autre, soit un argument. Enfin, c'est pas la question. Pas plus d'ailleurs que le fait d'être une femme ou un homme devrait être la question. La seule question, c'est la compétence, la qualité et les qualités aussi humaines des hommes et des femmes qui font de la politique et ce pourquoi ils la font, et surtout la politique qu'on entend mener et qu'on mène. C'est ça le seul sujet à un moment du rendez-vous qu'on aura, et au moment des européennes, et dans quelques années, au moment de l'élection présidentielle. C'est oui, une incarnation. Est-ce qu'on fait confiance à celles et ceux qui se présentent devant nous? Est-ce qu'on estime qu'ils ont le talent, la compétence, l'intelligence humaine et politique pour réussir à mener un pays? Est-ce qu'ils ont une équipe aussi derrière eux? Qui, derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella, aujourd'hui, à part eux deux? Ils n'ont pas pour vous les bras aujourd'hui pour gouverner, constituer un gouvernement? Mais il y a plusieurs sujets. Mais il y a d'abord, encore une fois, quelle est la politique qu'ils entendent mener. C'est ça, moi, mon seul sujet. C'est un parti d'extrême droite qui entend donc mener une politique d'extrême droite si demain ils arrivaient au pouvoir. C'est quand même ça le seul enjeu qui devrait nous occuper. Le sujet, c'est pas la photo. Le sujet, encore une fois, c'est même pas les sondages du jour. C'est est-ce que, oui ou non, ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont une équipe? Est-ce qu'ils ont en capacité demain d'avoir une majorité? Et quel est le projet, surtout, qu'ils portent pour notre pays? Force est de constater que vous n'avez pas non plus, vous, de majorité. Ruth El-Krief, il n'y a pas de majorité alternative. Parce que moi, j'entends ça depuis 18 mois. Les seuls moments où, au sein de l'Assemblée nationale, on a pu être battu parce qu'on a perdu des votes, c'est quand vous aviez l'alliance de tous les contraires. C'est-à-dire quand, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les Républicains ou le Parti Socialiste, ils s'alliaient. Ça ne fait pas une majorité alternative. Est-ce que ça veut dire que nous, seuls, ça suffit? Non. C'est à nous de trouver des compromis. C'est à nous de réussir à nous dépasser, à élargir la majorité. Mais à le faire sans renier les convictions qui sont les nôtres, sans renier les valeurs qui sont les nôtres. Mais me dites pas que l'extrême gauche, l'extrême droite, le PS et les LR, c'est ça la nouvelle majorité demain pour notre pays. Je ne pense pas que ce soit ce que les Français veulent. Aurore Bergé, revenons sur cette semaine. Un peu folle pour une ministre que vous êtes. C'est jamais franchement les moments les plus agréables dans une carrière. Avec vous, Ruth, sur la formation de ce nouveau gouvernement. On a eu le sentiment que Emmanuel Macron avait tout orchestré d'un bout à l'autre, jusqu'à la surprise d'Ati, en passant par d'autres nominations. Donc, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec l'idée de nommer un nouveau Premier ministre politique et peut-être de lui donner un peu de marge de manœuvre? Et quand on voit ce gouvernement avec, moi, ce que j'appelle déjà les éléphants, c'est-à-dire les personnalités qui sont là déjà depuis 7 ans, qui sont venues de la droite, mais c'est une autre affaire, mais qui sont installés dans leur ministère, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et d'autres, et on se dit, mais quelle est la marge de manœuvre de ce Premier ministre? Est-ce qu'il va arriver à dompter ces éléphants, à leur imposer son autorité, à travailler et à imprimer sa marque? Mais je crois qu'à chaque fois qu'il y a une composition de gouvernement, que ce soit dans ce quinquennat, le président ou même les précédents, à chaque fois, les mêmes questions se sont posées. C'est-à-dire, qui a choisi? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est le Premier ministre? À chaque fois, les mêmes questions sont revenues. On est dans une 5e République, il y a une logique aussi présidentielle qu'il faut assumer. Et je crois que ce n'est pas illégitime quand même que le président de la République, avec le Premier ministre, choisisse la composition de son gouvernement. Parce que c'est les interlocuteurs, on est au quotidien, évidemment, à leur côté et au travail, mais sur la base d'abord du projet qui est celui que les Français ont choisi. Donc le projet qui est celui du président de la République et qui est ensuite déployé et mis en œuvre par un gouvernement avec à sa tête un par exemple, Premier vous étiez ministre plein des solidarités, vous êtes ministre délégué à l'égalité femmes-hommes. C'est un choix personnel? Moi, c'était un choix. À partir du moment où le président de la République m'a demandé de continuer au sein du gouvernement et m'a demandé de continuer sur cette mission, qui est quand même la grande cause de ces 2 quinquennats, sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, de l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les maltraitances. Je crois que ce sont des sujets qui ne sont pas des petits sujets dans notre société, encore une fois, d'égalité et de dignité. Le Parisien raconte, pour l'anecdote, que 10 minutes avant l'annonce, vous n'étiez pas
dans le gouvernement. Est-ce que d'abord c'est exact? Et est-ce que vous avez craint pour votre portefeuille, votre place dans cette C'est équipe? pas exactement comme ça que les choses se passent. Il y a plein de choses qui évoluent dans un remaniement et c'est normal parce qu'il y a des critères qui existent, qui sont légitimes, à la fois de critères de compétences, de critères politiques, de parité, d'équilibre entre justement les différentes composantes de la majorité. Donc ça évolue dans la journée et c'est la vie d'un gouvernement. Moi, mon sujet, il n'était pas de rester quoi qu'il arrive et coûte que coûte au gouvernement, mais d'y être, mais pour y être au bon endroit. Il se trouve que les combats que j'ai menés sont des combats justement sur la question des droits des femmes. On en a souvent parlé, y compris sur vos plateaux, sur la question de la constitutionnalisation de l'accès à l'IVG, sur la question de la lutte contre les violences. Je crois que c'est pas des petits sujets et la question, elle n'est pas à l'ordre protocolaire. Elle est, est-ce que vous avez les moyens d'agir ? Peut-être la personnalité pour le faire et l'écoute et la confiance du président de la République pour y arriver. Ruth évoquait les éléphants, les éléphants qui restaient ministres. Ce qui nous interpelle aussi dans cette composition d'une première équipe resserrée, on l'a compris, 8 ministres de droite ou venus de la droite. C'est adieu la jambe gauche? Oui, mais la question, c'est aussi comment vous nous caractérisez. Est-ce que systématiquement, et même si certains d'entre nous, on continue dans 10 ou dans 15 ans, est-ce qu'on nous rappellera à nos origines politiques ou est-ce qu'à un moment, on accepte de nous considérer pour ce que nous sommes aujourd'hui et pour ce qu'on fait concrètement avec le président de la République? Oui, moi, j'ai appartenu, en effet, à la droite pendant un certain nombre d'années. Je n'ai pas l'impression non plus d'être un vieil éléphant de 70 ans. Pas de vous, mais au-delà de ça, est-ce que des hommes et des femmes qui ont fait un vrai choix d'engagement, parliez de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, quand il est candidat aux législatives en 2017, il l'est sous les couleurs d'En Marche. Il a fait un choix extrêmement clair, politique. Le même que celui que j'ai fait, le même que celui qu'Édouard Philippe a fait, c'est-à-dire à un moment de rompre avec notre famille politique d'origine, considérant qu'elle n'était plus là où on aurait aimé qu'elle soit politiquement, qu'elle n'incarnait plus des combats qui pour nous étaient essentiels, et qu'à la fin tout ça voulait plus dire grand-chose, et qu'il y avait sans doute plus de ponts qui pouvaient exister entre des gens qui venaient de la gauche mais qui portaient des réformes économiques et sociétales avec lesquelles on était en accord, et des gens qui venaient de la droite et qui, sur la République, sur le régalien, partager aussi des combats. Alors ces gens qui viennent de la gauche, justement, Nicolas... Ou du centre, hein. Vous avez des centristes qui grognent fort, hein, qui considèrent que c'est le retour de l'État RPR d'une certaine façon. Hein. Moi, j'ai pas connu le RPR. Et sarkozystes, en tout cas, dire avec effectivement des anciens porte-parole de Nicolas Sarkozy, hein, de Gérald Darmanin, Madame Vautrin, Rachida Dati, quand même, qui sont des personnalités de poids. Donc il y a quand même un déséquilibre dans cette majorité qui est ressenti. Alors ils ont peut-être tort, vous allez nous le dire, hein, mais en tout cas il est profondément ressenti, puisque c'est vrai, on l'évoquait, même certains centristes veulent faire une liste autonome aux européennes. Moi, je ne les ai pas entendus dire qu'ils feraient liste autonome aux européennes. Et encore une fois, je crois que notre force, c'est justement l'unité de la majorité. C'est ce que je redisais tout à l'heure. Moi, je n'oublie pas qu'on ne serait pas là aujourd'hui si François Bayrou ne nous avait pas rejoints en 2017. Il faut toujours se souvenir d'où on vient. Toujours se souvenir de qui à un moment vous a soutenu et qui a permis à un moment que vous puissiez constituer des majorités qui sont des majorités solides. Édouard Philippe a été notre Premier ministre, il a conduit notre majorité et le gouvernement, et aujourd'hui il est évidemment pleinement engagé pour la réussite de ce quinquennat. Donc à un moment, si on veut réussir en 2027, il faudra qu'on réussisse collectivement avant 2027. Donc ça veut dire l'unité de la majorité, ça veut dire que chacun soit respecté. Je pense que le président de la République est extrêmement attentif et soucieux de ça pour qu'on ait des équilibres politiques. Après, est-ce que certains ont soutenu Nicolas Sarkozy? Déjà, c'est ni une honte ni une insulte de l'avoir fait. Ça a été mon cas et beaucoup de Français l'ont fait. Sinon, il n'aurait pas été président de la République. Donc, encore une fois, le sujet, il n'est plus là. Il n'est pas de savoir si un tel ou un tel, il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, a soutenu des personnalités politiques différentes. Non, mais le sujet, il est peut-être inverse. Le sujet, il est Nicolas Sarkozy aujourd'hui dans certaines de ses nominations. L'ombre aujourd'hui de l'ancien président. Il n'y a pas d'ombre. C'est plus qu'une homme portée. Écoutez, je crois que le président de la République sait faire ses choix par lui-même. Vraiment. Et d'ailleurs, souvent, vous lui reprochez en disant il n'écoute pas assez. Il en Donc, vous ne pouvez pas dire dans le même temps que d'autres. Il n'écoute pas assez, mais en fait, il est sous influence. Il est président de la République. Donc, il sait ce qu'il a à faire et qui il a à choisir et à nommer pour mener la politique et la sienne. Mais encore une fois, celles et ceux qui ont rejoint le gouvernement, que ce soit Rachida Dati ou Catherine Vautrin, ça veut dire qu'elles ont rejoint notre projet et qu'elles ont rejoint le président de la République et qu'elles soutiennent notre majorité. C'est ça qui compte. Donc elles ne sont plus de droite et elles peuvent plus se revendiquer. Je leur demande pas de tirer un trait sur ce qu'elles sont, sur leurs convictions. Personne ne demande ça. Personne ne demande ça.
Par contre, ça veut dire qu'à partir du moment où vous appartenez à un gouvernement, vous appartenez à un collectif et vous portez un projet politique. Eh bien, ce projet politique, c'est celui du président de la République. Arrêtons-nous justement sur ces personnalités. Rachida Dati, avec vous, Routel Krief. Juste avant, peut-être parlons de... Enfin, moi, je voudrais revenir juste sur ce cri à l'intention de François Bayrou et d'Édouard Philippe sur le thème « Non, mais on vous aime, ça ira, ne partez pas, vous ne soyez pas fâchés. » Enfin, moi, c'est ce que j'entends là. C'est une forme de rectification, de correction. Il y a eu un peu de fébrilité. Il y a eu un peu d'inquiétude. Mais moi, j'ai eu la chance et l'honneur d'être présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Bah oui, justement. Donc je sais que ce qu'il y a de plus précieux, et qui est parfois aussi le plus fragile, parce que c'est toujours difficile, c'est l'unité de la majorité. Et la majorité présidentielle, c'est 3 partis politiques, c'est 3 groupes politiques, et il ne faut jamais l'oublier. Et ça n'est pas oublié, et ça ne peut pas l'être, parce que sans ça, il n'y a pas de majorité possible à l'Assemblée nationale sur nos textes, il n'y a pas la possibilité de continuer à avancer ensemble. Et est-ce que vous dites la même chose à l'aile gauche, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, avec Clément Beaune, étaient contre la loi sur l'immigration, à Elisabeth Borne, qui va rejoindre l'Assemblée nationale, qui venait de la gauche et qui a fait voter des lois qui étaient peut-être pas vraiment vues entre guillemets comme de gauche, mais ou Sacha Houlié. Enfin, est-ce que vous leur dites aussi attention, faites pas de groupe de frondeurs, s'il vous plaît, ça va être trop dur. Mais je crois que c'est pas leur intention. Connaissant Elisabeth Borne, je crois que tout le monde a pu éprouver la loyauté qui est la sienne. Bien sûr. L'exigence aussi qui a été la sienne pour être première ministre dans un moment qui était quand même un moment politique absolument inédit de majorité relative. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que personne n'a intérêt à fronder à partir du moment où tout le monde est respecté. C'est comme ça que ça se passe. Si vous vous sentez respecté dans les convictions qui sont les vôtres, si vous vous sentez respecté au cœur d'une majorité qui est une majorité, encore une fois, avec 3 composantes, alors personne n'a intérêt à fronder parce que vous y êtes respecté. Une nomination a surpris tout le monde. Rachida Dati, vous étiez au courant ? Non, mais parce que j'ai pas à l'être. Parce que c'est la décision souveraine du président de la République en lien avec son Premier ministre. Elle donne sa première interview en tant que ministre de la Culture dans Le Parisien ce matin. Ce qui transparaît, alors elle est interrogée sur beaucoup de sujets, mais elle s'intéresse à tout, s'exprime sur tous les sujets, un peu ministre de tout. Est-ce que elle vous fait peur dans ce gouvernement ? Pourquoi j'aurais peur de Rachida Dati ? Enfin, d'ailleurs, elle l'a dit avec un trait d'humour au moment de la passation, en disant « n'ayez pas peur ». Mais elle a une personnalité politique, nul ne peut l'ignorer. C'est une personnalité politique, une des personnalités politiques à la fois les plus connues, les plus identifiées sans doute, mais je crois aussi les plus appréciées. Et qui arrive à parler d'ailleurs à des Français auxquels peu d'hommes et de femmes politiques arrivent à parler. Français qui viennent de milieux qui sont beaucoup plus populaires. Donc c'est aussi intéressant peut-être s'interroger, savoir pourquoi cette femme, elle réussit à leur parler, pourtant maire du 7e arrondissement. Peut-être parce que une histoire qui est celle de la méritocratie républicaine, peut-être parce que son franc-parler aussi, sa sincérité sans doute. Donc c'est à elle maintenant de le mettre en œuvre au sein du ministère de la Culture. Une trumpisation de la culture et de l'audiovisuel public, ce sont ces mots ce matin. Que ça fâche Anne Hidalgo, c'était quand même attendu et prévisible. C'est une bonne nouvelle pour vous, c'est ça que vous dites ? Écoutez, en tout cas, notre intérêt n'était pas dans la formation du nouvel gouvernement de faire plaisir à Anne Hidalgo. C'était pas l'enjeu, en tout cas. Et je préfère avoir Rachida Dati au gouvernement qu'Anne Hidalgo, ça c'est certain. Parce que, encore une fois, ce sont des choix politiques qui sont importants et que celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui nous rejoignent sur la base de notre projet. Mais c'est vrai qu'il fut un temps où elle avait déclaré, vous avez vu cette citation qui est ressortie, qu'il n'y avait dans le macronisme que des traites de gauche et des traites de droite. Mais vous-même, vous aviez fait une déclaration quasiment définitive en disant que, je vais vous citer, j'ai quitté les LR parce que je refusais de faire la campagne de François Fillon, que j'ai toujours cru au dépassement politique, c'est vrai. Et nous sommes nombreux dans ce cas, et vous ajoutiez, ce n'est certainement pas pour accepter aujourd'hui des alliances avec Laurent Wauquiez ou Rachida Dati. Ah oui, c'était la campagne des municipales à Paris. Et on avait fait un autre choix à l'époque, qui était celui de dire qu'on présentait des listes qui étaient des listes autonomes. Vous voyez, la force, c'est que le dépassement politique, il peut se poursuivre, puisque c'est elle qui est venue. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Mais en fait, je pense que tout ça n'a de sens pour les Français. Le sujet, il n'est pas le débauchage des personnalités. Je pense que ça fatigue les gens, que c'est pas la question qui leur est posée. Et je pense que c'est pas ça qui intéresse en tout cas les Français. Le seul sujet, c'est est-ce que oui ou non, on est bon dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on est, oui ou non, au service des Français ? Est-ce qu'on est des bons ministres ? Est-ce qu'on va bien faire notre travail ? Est-ce qu'on sera jugé sur les résultats qui seront les nôtres et qui sont attendus ? Et le président de la République, je crois, a une vraie exigence de résultats, ce qu'il nous a dit. Moi, je veux pas d'état d'âme. Donc, il n'y a pas à avoir d'état d'âme. Le seul sujet, c'est est-ce que, oui ou non, à partir du moment où on est nommé, on est toujours à notre tâche et on fait en sorte de réussir dans les missions qui sont les nôtres. Sans trop d'état d'âme, et il l'a rappelé notamment au Conseil des ministres. Aurore Berger, vous restez avec nous tout de suite. Une courte pause. On reviendra évidemment sur vos
chantier, la constitutionnalisation de l'IVG notamment, l'égalité homme-femme, forcément votre gros dossier, mais aussi cet appel, 100 jours pour les otages, de l'appel du président de la République. Restez avec nous. Versez une tasse d'informations claires et bien décryptées. Le journal de Virginie Fulp. Saisissez une belle tranche d'économie enthousiaste. François Geffrier. Tartinez-la savoureusement d'histoire et de culture Franck. et plongez dans votre journée. Info, éco, culture, musique, la matinale de Radio Classique. L'art de bien commencer la journée. Qui a dit que nous avions tout vu de l'hybride ? Qui a dit que le Nissan Juke ne pouvait pas vous procurer encore plus d'émotions ? J'y crois pas. Nissan Juke hybride, le crossover électrisant. Disponible aussi en motorisation hybride, le Nissan Juke est à partir de 189 € par mois, sans condition. Costa. Live your wonder. Merci, c'est vraiment gentil. Et voilà. Au revoir. Quoi? Whenever you need a friend, a lover or a helping hand. Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. C'est pourquoi le service client Engie met tout en œuvre pour apporter des réponses complètes à vos questions. J'agis avec Engie. C'est vraiment la nouvelle Opel Corsa électrique? Yes, of course. Elle est cool à conduire. Elle est grave stylée. Et elle se charge vite. Sérieux? Yes, of course. Pendant les portes ouvertes Opel, nouvelle Corsa électrique ou essence, dès 99 € par mois. Mais pourquoi je t'ai écouté? Oh, mais c'est toi qui voulais un costume original. Mais je vais pas pouvoir danser là-dedans. Ah, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Ils ont dit quoi? J'ai pas entendu. Je te préviens, la prochaine fois, c'est moi qui fais la voix. Vous faites déjà assez de compromis comme ça. N'en faites pas pour votre banque. La simplicité d'une banque en ligne et des conseillers 100% en France, c'est Hello Bank en ligne, en mieux. Oui, en mieux. Et c'est le numéro 1 de la relation client digitale depuis 4 ans qui vous le dit. Oh, il fait chaud là-dessous. I do it early morning. 15 minutes non-stop. Osez enfin l'anglais grâce à 15 minutes de Babel par jour. Des leçons courtes basées sur des situations réelles. Salut! Salut mon chéri, tu m'as pris du sirop? Oui, pour la toux sèche, la toux grasse, la toux aiguë et la toux persistante. Mais t'en as acheté combien? Un seul, Grintus. Grintus a une formule 100% naturelle et calme la toux de toute la famille. C'est un dispositif médical par Avocat. Excusez-moi. Vous savez où est la gare? Oui, bien sûr. Bonne journée. Whenever you need a friend, a lover or a helping hand. Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. C'est pourquoi le service client Engie met tout en œuvre pour apporter des réponses complètes à vos questions. J'agis avec Engie. Avec Kitok, ceux qui n'avaient plus le temps de cuisiner vont pouvoir se remettre au fourneau. Wow! Parce que Kitok, ce sont plus de 40 nouvelles recettes chaque semaine, des box faciles à cuisiner, fraîches et variées, livrées directement chez vous. Kitok, la cuisine, c'est la vie. En ce moment, découvrez les secrets du chef Philippe Etchebest. Prêt à rejoindre la brigade Kitok? On vous attend. Taxi! Taxi! Profitez de nouvelles 600 électriques, des 129 € par mois seulement, sans aucun apport. Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. C'est pourquoi chez Fiat, le bonus écologique est à 7 000 € pour tous.
Oui. Jean-Marc, c'est ton estomac là, pareil. J'en peux plus. T'as trop mangé. Pour digérer, buvez de l'eau minérale. Buvez Saint-Yor, naturellement riche en minéraux et en goût. Avec Saint-Yor, ça va fort. Très fort. J'écris plein de ratures, de fautes, des raflures. Bitume littérature, j'écris pour tomber l'armure. Forage de béton armé, mon cœur un gisement d'encre. La mine et le papier dialoguent dans un crissement tendre. Méfie-toi de ce qui se trame derrière mon visage calme. J'écris le feu, le fracas, les cris, le vacarme. J'écris depuis des lunes, l'infini ou l'infime. Que ce soit la plume ou l'épée, y a que la pointe qui s'exprime. Pilote. Et aux voleurs, on dit ciao, 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 secteur alarme, réponds aussitôt, en moins de 20 secondes chrono. Secteur Alarme, notre réactivité, c'est votre sécurité. Rendez-vous sur secteuralarme.fr pour une installation en moins de 24 heures. Dans une location de vacances à Britel, vous avez toute la maison rien que pour vous. Parce que ce n'est pas vraiment une maison de vacances si vous devez la partager avec des inconnus. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche LCI, toujours avec notre invitée Aurore Berger, nouvelle ministre déléguée chargée de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations. Parlons à présent parmi les nouveaux venus, alors pas vraiment nouveaux venus, mais un élargissement de son périmètre et peut-être un premier faux pas de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, des sports et des Jeux Olympiques. Ça fait peut-être un peu beaucoup, Nicolas. Et l'éducation, oui, mais effectivement, ça a créé la première polémique par une déclaration sur le fait qu'elle mettait ses enfants dans le privé parce que, dit-elle, trop de non-remplacement, qu'elle en a eu assez et qu'elle a donc mis ça dans une école privée Stade assez renommée. Alors, il y avait une maladresse dans la forme, il y avait une maladresse sur le fond aussi, parce qu'au fond, je crois que ça fait plusieurs années que vous avez mis comme priorité de remplacer ces professeurs absents. Il faut croire que ça n'a pas convaincu, en tout cas, la ministre en titre, qui est chargée de la défense de l'Éducation nationale. Mais ça a cristallisé aussi un malaise qui venait de ce ministère énorme, je veux dire, sport et éducation nationale. Alors que même qu'il y a les Jeux Olympiques, qu'elle a excellé dans le sport, on l'attendait aux Jeux Olympiques, ben voilà, on la trouve dans un ministère où elle ne connaît pas grand-chose, et c'est la première à tomber. Elle n'est pas tombée. Tomber sur une erreur. Si elle a été nommée pour travailler avec elle depuis 1 an et demi maintenant, c'est d'abord parce que c'est une ministre reconnue sur les sports et en effet sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est pas illégitime à un moment qu'elle puisse aussi avoir une promotion dans le sein de ce gouvernement, justement parce que il y a une cohérence aussi. Jean-Michel Blanquer, il avait l'éducation nationale et le sport, donc c'est pas totalement incohérent de lier évidemment ces deux ministères. Après sur la polémique, moi je persiste à penser que nos familles doivent toujours être tenues à l'écart de la vie politique. J'entends ceux qui disent que tout est public. Je ne suis pas certaine que tout doive être en permanence public, y compris quand ça touche à nos enfants. Ça, je permets quand même de faire cette remarque. Ensuite, si ça prend une dimension politique, je pense qu'il y a deux choses. Ce qu'elle a dit, c'est malheureusement ce que beaucoup de parents ont vécu. Donc la seule question qui se pose aujourd'hui à elle en tant que ministre, c'est comment garantir que tous nos enfants aient les mêmes chances, où qu'ils soient, quel que soit leur établissement scolaire, quelle que soit leur adresse, ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, Aurore Berger. C'est ce qu'on a commencé à faire. Vous êtes au pouvoir, oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait sur l'éducation nationale. Oui, mais enfin, on a l'impression qu'un certain nombre de choses ne sont pas suffisamment faites et que donc c'est cela que ça met en exergue. C'est que depuis 7 ans, ça n'a pas assez bougé. Depuis 7 ans, on a vu des progrès qu'on commence à mesurer, notamment sur les enfants qui arrivent au collège et qui ont pu bénéficier à l'école primaire des fameux dédoublements des classes de CP, de CE1. C'est-à-dire comment on garantit de donner la première année. C'est la première année, mais c'est maintenant qu'on en mesure des résultats. Parce que c'est pas juste une politique d'affichage, c'était pas juste pour faire bien sur la photo au moment où le président de la République est devenu président de la République. C'est garantir encore une fois l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations. Ça passe aussi évidemment par l'école et par la promesse républicaine à l'école. Donc ça veut dire que, les familles, elles sont libres. Elles sont libres de leur choix, évidemment, de scolariser leur enfant à l'école publique ou privée. Là, c'est en plus privé qui est un privé sous contrat. Mais une ministre de l'Éducation peut-elle dire ça ?
pas vraiment, pas comme ça. Et encore une fois, notre seul objectif quand on est membre du gouvernement, c'est de réparer et de corriger ce qui ne fonctionne pas. Donc, elle a vécu ce qui pouvait ne pas fonctionner. Eh bien, la mission qui est la sienne aujourd'hui, je pense qu'elle le sait, c'est évidemment de garantir que tous nos enfants aient les mêmes chances. Quelle que soit leur adresse, quelle que soit leur origine sociale, qu'ils puissent tous réussir de la même manière à l'école de la République. Avant de venir à vos grands chantiers à venir, et ils sont très très nombreux, juste un mot sur la ministre de la Santé, du Travail d'abord et de la Santé, périmètre élargi. Là aussi, défi gigantesque et une personnalité qui fait aussi débat. Catherine Vautrin, qui était pressentie pour être la Première ministre en 2022, finalement levée de bouclier. Emmanuel Macron a renoncé, notamment à cause des positions qu'elle avait eues sur le mariage pour tous, Nicolas. Oui, alors elle a fait amende honorable. Elle a dit qu'elle regrettait que c'était une très bonne loi, un progrès, etc. Et il y a quand même interrogation parce qu'elle avait pris position aussi contre l'euthanasie et nous avons devant nous une loi délicate, importante, sur l'aide à mourir. Alors simplement, est-ce qu'elle va attendre 20 ans pour dire que ce sera une avancée, etc. ou bien est-ce qu'elle va se décider à aider à faire voter cette loi? Je n'ai pas à répondre à sa place. En tout cas, je crois qu'elle a dit d'elle-même qu'elle porterait les chantiers qui sont ceux du président de la République. Et je crois que sur la question de l'aide à mourir, qui est un sujet extrêmement délicat, qui je crois mérite aussi qu'on respecte les positions des uns et des autres, qu'on agisse avec beaucoup de méthodes, beaucoup de précautions, parce que c'est un vrai changement de paradigme. Si demain on permet aux Français de choisir la manière avec laquelle ils envisagent leur mort, quand évidemment il y a des souffrances qui ne sont plus tolérables, eh bien chacun jugera et jugera en conscience, votera évidemment avec son libre arbitre, avec son histoire. Et je crois qu'on n'a pas à le juger. Après, on appartient à un gouvernement et donc évidemment quand on est nommé sur des missions qui sont portées par le président de la République, eh bien évidemment on s'engage dans cette voie-là. Aurore Bergé, vous êtes donc la nouvelle ministre déléguée à l'égalité homme-femme. On va revenir sur ces priorités, mais d'abord, une question peut-être non intuitive, mais est-ce que vous pensez que les mentalités aujourd'hui ont suffisamment évolué, que le féminisme finalement a fait suffisamment de chemin pour qu'un homme soit capable de défendre cette cause, ou il faut absolument une femme à la tête de ce ministère? Oh non, il ne faut pas forcément une femme à la tête de ce ministère. Je ne crois pas. Moi, à partir du moment où le président de la République m'a proposé d'assumer cette mission qui est quand même formidable, c'est pas anodin qu'un président de la République ait choisi que ce soit la grande cause de ces deux quinquennats, en le liant d'ailleurs à ce qu'il a dit sur le fait de dédier aussi ce nouveau quinquennat aux enfants, parce que la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est d'abord l'égalité entre nos filles et les garçons, c'est garantir que nos filles n'aient pas moins de droits demain que nos mères en ont eu et ont réussi à en arracher. Vous citiez la question de l'IVG tout à l'heure. Est-ce que les mentalités ont suffisamment évolué tout le temps et partout? Non. Vous voyez bien un certain nombre de polémiques, de bruits autour de ces sujets, mais je crois que la société, et heureusement, elle est devenue très intolérante à toute forme de violence, qu'elle soit contre nos enfants, qu'elle soit contre les femmes dans la société. Et ça, je crois que c'est un acquis assez formidable sur lequel on peut construire de vraies politiques. Société intolérante, c'est justement ce sur quoi vous vous interrogez. Ruth, c'est son droit de suite, c'est tout de suite. Deux fois la grande cause du quinquennat, la cause des femmes, la cause des droits des femmes, la cause de l'égalité femmes-hommes. Et pourtant, on a un gros doute. Parce que on a l'impression que Emmanuel Macron proclame, donne des budgets. Et c'est vrai, il y a des choses qui ont été faites, on va y revenir. Et en même temps, est-ce que c'est sa conviction profonde? Deux exemples. Pas de femmes au poste régalien dans ce gouvernement. Et puis, la défense de Gérard Depardieu qui ne passe pas. Donc, on se dit, mais en fait, il n'y croit pas vraiment à cette grande cause qu'il proclame pourtant. Je crois que non seulement il y croit, parce que c'est pas juste, encore une fois, un effet d'affichage. Il a pris un risque en 2016 quand il a dit que ce serait la grande cause de son quinquennat et beaucoup ricanaient en vérité quand il a dit qu'il en ferait une priorité en disant franchement c'est pas bien sérieux, pourquoi s'occuper de ce sujet-là comme si c'était un petit sujet marginal. Donc déjà il l'a proclamé comme un enjeu majeur de politique publique. Aujourd'hui voilà le malaise. Pas de femmes au poste régalien, la défense de Gérard Depardieu et pas l'écoute des paroles des femmes. Je veux bien, mais les seules personnalités du gouvernement sur lesquelles vous m'avez interrogé dans cette émission, c'est que des femmes. Vous n'avez parlé que des femmes. Donc à la fin, c'est les femmes qu'on retient quand même dans ce gouvernement. Et je crois qu'en me nommant, il a fait quand même le choix de nommer une femme qui a des convictions et qui, je l'espère, sait les porter et dire ce qu'elle pense. Donc il l'a fait en conscience. Alors vous dites ce que fait en conscience. Si vous dites ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que Gérard Depardieu est défendable?
Mais je crois surtout Alors, que vous les nous dites ce que vous propos... pensez. Mais je vous dis ce que je pense. Les propos qu'il a tenus dans une émission qui a été diffusée en complément d'enquête sont des propos qui sont odieux et qui sont inacceptables. Voilà. C'est point. Il n'y a rien à défendre dans les propos qui ont été les siens. Et personne ne les a défendus, ces propos-là. Personne. En tout cas, personne, évidemment, dans le gouvernement, ni le président de la République. Il a eu des propos ambigus quand même, remettant en cause le montage alors qu'on était sûr de rien. Il y a eu un huissier qui a dit que le montage était... Écoutez, en tout cas, moi je n'ai pas entendu le président de la République à aucun moment dire que les propos qui avaient été tenus par Gérard Depardieu méritaient un quelconque soutien, une quelconque défense. À aucun moment. À aucun moment. Il n'aurait pas dû plus porter cette parole des femmes, c'est plaindre des femmes, c'est... Mais c'est ce qu'on fait. La question, c'est surtout comment on agit. Et comment on agit pour faire en sorte que les féminicides, 94 femmes qui sont décédées, ça veut dire qui ont été tuées, frappées, qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou de leurs conjoints, ça diminue. Ça diminue, mais ça reste 94 assassinats de trop. Donc c'est ce sur quoi on doit travailler. Et c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a créé une aide universelle d'urgence. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes une femme, quand vous êtes victime de violence, quand vous avez à un moment réussi à faire la bascule, à prendre la décision de sauver votre peau et de partir, ben vous avez encore trop de femmes qui n'y arrivent pas et qui peuvent parfois ne pas y arriver aussi pour des questions de moyens. En moyenne, une femme qui décide de partir, elle va faire 7 allers-retours. Cette fois, elle va dire « je pars, je reviens, je pars, je reviens ». Parce qu'il y a de l'emprise, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a les enfants. Moi, je me souviens qu'il y a encore quelques années, et pas il y a 15 ou 20 ans, on considérait que les enfants qui n'avaient pas été directement frappés, qui n'avaient pas directement subi les coups, mais qui n'avaient, entre guillemets, que vu leur mère subir les coups, n'étaient pas des victimes collatérales, n'étaient pas des co-victimes. Les enfants qui voient leur mère être frappée, être rabaissée, être humiliée, qui l'entendent, qui parfois accourent pour la protéger, évidemment sont des victimes. Donc la société a énormément évolué. J'entendais avec beaucoup d'émotion le témoignage de Judith Godrèche. Parce qu'elle a sorti à la fois, elle a une œuvre qui vient de sortir, mais surtout elle a témoigné. Sur l'emprise qu'elle a eue d'un réalisateur quand elle était jeune actrice, Benoît Jacquot. Le plus choquant, c'est quand elle décrit toute la société qui l'entourait à cette époque-là, où elle n'était qu'une enfant, elle avait 14 ans, elle n'était qu'une enfant, et où toute la bonne société trouvait tout à fait normal qu'un homme de 40 ans soit à ses côtés et partage son lit. Elle l'a fait sous emprise, elle l'a fait sous domination, elle l'a fait peut-être sous violence. En tout cas, c'est une forme de violence, évidemment, l'emprise. Et donc, tout ça, aujourd'hui, la société ne l'accepte plus, ne tolère plus. Mais vraiment, quand vous regardez les émissions de télévision, notamment, il y a 15, 20, 30 ans, la parole que je tiens aujourd'hui, on n'aurait pas pu la tenir. Elle est très rare qu'il la tenait, mais subissait la violence du mépris, du ricanement, de l'insulte, de l'injure. Et ça a profondément changé. Vous disiez 94 féminicides l'an passé, 118 en 2022. Légère baisse, mais il reste encore beaucoup parce que ces chiffres choquent terriblement. J'aimerais qu'on vous réentende. Il y a un passage à l'Assemblée nationale. Vous proposiez une proposition de loi suite à l'affaire notamment Quatennens, accusée de violence, pour notamment une peine d'éligibilité obligatoire pour certains délits. Juste vous entendre et on en reparle ensemble ensuite. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Entendre des interpellations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur la mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Parce que Madame Obono, Madame Obono, ça suffit, s'il vous plaît, vous arrêtez d'interpeller Madame la rapporteure. Non, mais votre émotion montre à quel point vous êtes impliqué sur cette question. Ouais, je ne m'attendais pas à ce que vous me remontriez ces images. Je ne suis pas ici pour parler de ça, ni pour parler de moi. Sans parler de vous, mais de votre réel. Ce que je sais, c'est que c'est un combat. Ce sujet-là. Ce que je sais, c'est que c'est toujours un combat. Et que ce qui est toujours le plus interpellant, finalement, quand on parle de la question des violences faites aux femmes, quand on parle et qu'on interroge les femmes qui, à un moment, s'expriment, c'est que très souvent, on les met assez vite en accusation. Pourquoi elles parlent maintenant ? Est-ce qu'elles ont un intérêt à parler ? Comme s'il y avait un agenda caché de femmes qui, aujourd'hui, s'exprimaient pour dire les violences physiques qu'elles ont pu subir, les violences sexuelles qu'elles ont pu subir. Je crois qu'il n'y a jamais d'agenda caché, puisqu'il n'y a jamais d'intérêt à le dire. C'est souvent difficile, souvent douloureux. Et donc, il faut juste qu'on accepte que cette parole existe dans un équilibre qui est toujours très précaire et très fragile, qui est de dire
Cette parole doit être entendue, respectée, accompagnée. Mais le seul moyen de l'accompagner et de le soutenir, c'est évidemment que ce soit un accompagnement judiciaire. Et qu'une vérité judiciaire puisse éclater. Qu'elle soit toujours là, la justice. Oui, parce que... Et c'est là où l'équilibre, il est fragile. Il est fragile entre le respect de la présomption d'innocence, entre le respect de la parole et de l'écoute de cette parole, pour ne pas tomber ni dans l'arbitraire, ni dans le fait qu'encore une fois, on balayerait la parole des femmes. Donc il y a le respect, l'accompagnement, l'écoute, le fait que non, on ne doit pas par principe considérer que la femme qui parle le fait comme si elle avait un intérêt à parler. Elle sauve sa peau, elle éveille les consciences, elle essaye d'ouvrir un chemin peut-être pour d'autres, parce que le fait de le dire, c'est aussi ce qui permet que d'autres se sentent habilités à le faire. Vous trouvez qu'il y a des féministes qui sont trop radicales parce qu'elles ne sont que sur la parole des femmes et pas assez sur le processus judiciaire, et qu'en fait, une parole de femme peut suffire à leurs yeux à effacer complètement la parole de celui qui est accusé. Cela vous inquiète, ça, à l'inverse? C'est cet équilibre qui est extrêmement fragile, en fait, qu'il faut qu'on arrive à tenir. Parce qu'il y a ceux qui vont uniquement vous dire « la parole ne compte pas ». Si, la parole, elle est forte, elle est puissante et elle compte. Je parle de Judith Godrèche, par exemple. Et elle arrive souvent après qu'il soit possible, finalement, d'intervenir de manière judiciaire. Elle arrive souvent trop tard. Parce que pour plein de raisons, c'est difficile de s'exprimer, c'est difficile de dire, c'est difficile de porter plainte. Il y a un vrai travail à faire. Aujourd'hui, il y a moins de 1% des viols qui sont effectivement condamnés. Donc ça veut dire qu'on a quand même un gros travail de l'institution judiciaire. Oui, 1% des plaintes pour viol qui, à la fin, ont une condamnation parce que les éléments de preuve, parce que la durée, parce que pour plein de raisons. Donc il y a aussi un gros travail de l'institution judiciaire qu'elle fait aujourd'hui et qu'elle doit continuer à faire. Mais il ne faut pas basculer dans l'arbitraire. On ne peut pas avoir un tribunal qui ne deviendrait qu'un tribunal médiatique. Et c'est tout cet équilibre-là qui est difficile à tenir et que moi, je veux tenir et je veux en être la garante. Parce que je pense qu'on n'est pas bonne ministre en charge justement de l'égalité des droits des femmes si on bascule d'un côté ou de l'autre. C'est peut-être plus difficile, c'est un chemin beaucoup plus exigeant, mais qui est à mon avis le seul qu'on peut vraiment tenir. Égalité homme-femme, inégalité salariale aussi. Avec vous, Nicolas, abordons... Oui, c'est une autre forme de violence. Quelques chiffres, sans vouloir prétendre remplacer François Langlais, mais qui sont assez significatifs. Écart rémunération entre les femmes et les hommes, 28,5%. Start-up créée en France en 2022, 20% compte une femme parmi les fondateurs. Et enfin, 76% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Ça dit bien quand même une réalité inégalitaire, vraiment... On a du mal à progresser. Oui, parce que je pense qu'il y a des enjeux culturels. Il y a énormément de lois sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. On a créé un index qui oblige toutes les entreprises de plus de 50 salariés à publier aussi leurs résultats. Mais on voit qu'il y a une surreprésentation des femmes ou une sous-représentation des femmes en fonction de certains métiers. Les métiers de première ligne, tous les métiers qu'on a applaudis au moment du Covid, qui les occupe d'abord? Les infirmières, les caissières, les auxiliaires de puériculture, les aides à domicile. Ce sont des femmes. Donc il y a quand même aussi ça, c'est quoi la représentation qu'on a de ces métiers pour considérer que finalement, ça revient d'abord à des femmes. Peut-être parce que pendant longtemps, ils n'ont pas été assez considérés comme des métiers, parce que c'est la femme qui s'arrêtait pour s'occuper d'un enfant, pour s'occuper d'un conjoint ou d'un parent malade, par exemple, d'une personne en situation de handicap. C'est d'abord une question d'attractivité de ces métiers, de reconnaissance de ces métiers, de lutte contre les stéréotypes aussi dès le plus jeune âge, pour garantir encore une fois qu'on n'ait pas un chemin tout tracé, qu'on soit une petite fille ou un petit garçon. C'est la question des congés parentaux notamment. On a aujourd'hui un congé paternité. Il y a 70% des pères qui exercent ce congé paternité, mais là encore, il y a d'énormes écarts. Plus vous êtes cadre dans une entreprise... Moins vous le prenez. Non, c'est l'inverse. Plus vous le prenez, c'est plutôt bien vu. Par contre, quand vous êtes ouvrier, employé, vous le prenez moins. Puis des écarts en fonction du type d'entreprise. C'est plus facile dans une très grande entreprise quand vous êtes artisan, commerçant. Donc comment on garantit que tous les pères qui veulent s'impliquer puissent le faire, parce que ce sera aussi un enjeu évidemment d'égalité entre femmes et hommes. Moi j'ai travaillé sur un congé familial. Congé familial qu'on va pouvoir mettre en œuvre à partir de 2025, qui garantira que les deux parents, après un congé maternité, un congé paternité, puissent s'arrêter ensemble ou successivement. Mais c'est à la fois bon pour nos enfants, évidemment que les deux parents, quand ils le souhaitent, aient du temps et s'impliquent, mais c'est aussi bon en termes d'égalité, de lutte contre les stéréotypes. Il n'y a pas que la mère qui doivent évidemment être auprès d'un jeune enfant. Et arrêter sa deux carrière. Parents.
et encore moins interrompre sa carrière. Votre dossier prioritaire, en tout cas qui va arriver très vite, c'est celui de l'IVG dans la Constitution. Est-ce qu'on connaît la date du vote du Congrès, parce que c'est une réforme constitutionnelle, et est-ce que vous connaissez l'intitulé, c'est-à-dire que les sénateurs veulent que ce soit une liberté d'avortement, d'interruption volontaire de grossesse, et vous souhaitiez que ce soit un droit. Est-ce que, assez brièvement, parce qu'il nous reste un autre chapitre, est-ce que vous pouvez nous dire que vous êtes optimiste et vous avez trouvé la bonne formulation ? Alors, je crois qu'il faut être résolument optimiste parce qu'on doit impérativement faire en sorte que l'IVG soit inscrit dans notre Constitution. Est-ce que ça doit être un droit ou une liberté ? En vérité, je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on garantisse que ça puisse être adopté à l'Assemblée et au Sénat. Et à la fin, c'est pas ça qui comptera. Ce qui compte, c'est garantir qu'une majorité à l'Assemblée et au Sénat s'accorde sur ce sujet pour qu'encore une fois, parce qu'aujourd'hui on a une majorité qui est prête à voter et à l'Assemblée et au Sénat, et de gauche et de droite et de la majorité présidentielle, il faut saisir cette opportunité. Il ne faut pas se retrouver dans la situation des États-Unis qui s'est dit finalement ce ne sera jamais mis en péril. Donc ça ne sert à rien de protéger ce droit. Et on verra bien. On verra bien, c'est aujourd'hui des femmes qui risquent la prison, des médecins qui risquent la prison, et des peines, d'ailleurs, qui sont prononcées si jamais des femmes ont recours à l'IVG. Et on parle soi-disant de la plus grande démocratie au monde, qui est les États-Unis. Donc c'est quand on en a l'opportunité qu'on agit. Donc moi, je suis auditionnée dès demain à l'Assemblée nationale, et c'est cette parole-là que je tiendrai. Le sujet n'est pas d'être arc-bouté sur une formulation. Le sujet est de trouver celle qui permette qu'il y ait un chemin et qu'il y ait une majorité. Quand le Congrès à Versailles ? Il faut d'abord que l'Assemblée et le Sénat votent. Et donc je ne peux pas préjuger évidemment de leur vote. Moi je vais essayer de convaincre surtout les deux chambres, les deux assemblées pour que ce soit possible. Et après évidemment pour que le Congrès soit réuni. C'est l'engagement qu'a pris le président de la République. J'avais déposé cette proposition. C'était le premier acte politique que j'avais fait en tant que présidente de groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et là encore, beaucoup avaient ricané. M'avaient dit ça n'arrivera jamais. Le président de la République, soi-disant, ne soutiendrait pas. Le président de la République, non seulement il soutient, mais il a dit qu'il allait faire en sorte que le Congrès soit réuni. Aurore Berger, 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas. Emmanuel Macron a publié une vidéo. La France n'abandonne pas ses enfants, appelant notamment à reprendre encore et encore les négociations pour la libération des otages. Rappelons que nous avons 3 otages franco-israéliens disparus encore dans la bande de Gaza. Nicolas. Oui, elle n'abandonne pas ses enfants, c'est une bonne chose qu'on remette l'accent sur ces otages. Mais est-ce qu'elle n'abandonne pas ses morts ? Autrement dit, on devait rendre hommage aux Français qui ont été assassinés à Gaza. Les familles attendent toujours. Vous pensez pousser pour que ça ait lieu ? Mais il n'y a aucun doute parce que l'engagement il a été pris par le président de la République. Donc il devra et il y aura un hommage national qui sera rendu parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, il doit y avoir un avant et un après 7 octobre. Encore une fois, c'est la barbarie la plus absolue qui s'est déchaînée et qui a tué des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants, des bébés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Mais vous comprenez que cet hommage n'ait pas lieu, interroge... La volonté du président de la République, c'était d'abord, et c'est d'abord, de tout faire pour que nos otages soient libérés. Et je crois que c'était ça qu'il avait placé comme préalable, pour garantir d'abord que tout soit mobilisé pour que nos otages reviennent. Un certain nombre d'entre eux sont revenus. Moi, j'avais rencontré la maman de Mia avant sa libération. Je peux vous dire que sa vie, elle s'est arrêtée. Elle s'était arrêtée le 7 octobre dernier. Et aujourd'hui, on voit une jeune femme avec un courage inouï qui reprend vie. Et ce qui est terrifiant, c'est quand même tout ce qu'on a... Enfin, moi, ce que j'en ai lu, notamment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand cette jeune femme a réussi à avoir le courage de témoigner, de dire ce qu'elle avait vécu d'abomination et d'exaction de celles et ceux qu'elle a vu mourir à côté d'elle, les remarques antisémites, les insultes antisémites qui ont fleuri sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et ce qui devrait tous en fait nous soulever le cœur, c'est de se dire que, alors que le 7 octobre, on a des hommes et des femmes et des enfants qui ont été assassinés parce que juifs, ça a réveillé l'antisémitisme dans notre pays. Ça aurait dû avoir l'effet inverse. Des actes qui sont multipliés. Et on pense notamment cette semaine à la mort d'un grand homme qui a fait de la lutte contre l'antisémitisme un de ses combats, Samuel Sandler, qui a perdu ses enfants dans l'attentat de Mohamed Merah, enfants et petits-enfants. Là aussi, vous en ferez une de vos priorités. Mais ça doit être une priorité parce que c'est une priorité de la République. Il a porté une parole qui était très juste, mais qui était aussi extrêmement exigeante et difficile. Moi, je me souviens des mots de Samuel Sandler où il disait finalement, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé parce que c'était des enfants juifs. Ça interpelle quand même quand vous avez un grand-père et un père qui dit ça. Et donc il faut que ces paroles, elles restent et que la lutte contre l'antisémitisme soit d'abord un combat pour la République et qu'on s'en soit tous responsables. Aurore Berger, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce dimanche. Tout de suite, LCI midi.